Vous le savez, on a des auditeurs qui adorent écrire. Antoine Bernier nous a pondu un roman qui est tout simplement fantastique. C'est Elliot, qui est un personnage qui retourne dans le passé en 1925 où il devra apprendre la vie rudimentaire de cette époque-là, mais également apprendre du passé, justement. Et vous pourrez retrouver plusieurs choses que vous aurez vues au fil des épisodes du trio économique au fil du temps. Même certains personnages vont vous faire penser à vos animateurs préférés. Ce livre-là est disponible sur Amazon avec Antoine Bernier à 22 $. Vous l'avez à l'écran, je vous l'affiche juste ici. Les leçons du passé, tome 1, le piège du confort. Je vous le suggère fortement, j'ai un malin plaisir à lire ça. Le livre d'Antoine est tout simplement excellent. Je vous le recommande fortement. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Bienvenue tout le monde dans le trio économique, pour l'instant en duo, mais qui se retransformera en trio quand Yann aura fini ses appels. Il nous a pas dit c'était quel genre d'appel. Vous pouvez présumer le pire. On se met pas riche en faisant rien. Fait que des lignes sensuelles, ça rapporte quand même pas mal d'argent, faut le dire. Fait que, c'est ça. Blague à part, ils vont se joindre à nous autres tantôt en cours de podcast. Vincent a préparé des slides pour aujourd'hui, donc on aura des petites présentations visuelles à vous mettre dans quelques instants, parce que je sais que les gens aiment bien ça, mais il n'y en a pas quand même 420, comme quand c'est Pierre Desrochers. Pierre, je pensais jamais que ceux qui ont manqué ça, qui nous écoutent via YouTube, dans le dernier podcast partie Patreon, on a fait jouer des succès souvenirs des cours de cuisine de Maïté. Et c'est littéralement tous les commentaires de l'épisode avaient rapport avec ça sur Patreon. Fait qu'il faut croire que c'était un bon moment. Sur ça, ben Vincent, je te laisse introduire le sujet, puis on va présenter les slides après. Oui, ben écoute, c'est parce qu'il y a un auditeur qui nous a demandé de parler de c'est quoi l'effet des grosses réformes. Donc, pourquoi des pays font des réformes majeures d'un coup et pourquoi est-ce qu'ils réussiraient, pourquoi est-ce qu'ils ne réussiraient pas. Ça serait quoi la différence, d'après toi, entre ça? Puis parce qu'on a fait un podcast là, sur ce qu'on appelait les thérapies de choc. Là. Ce serait quoi, mettons? Parce qu'une réforme peut être très ambitieuse sans nécessairement être une méga thérapie de choc où tu fais tout en même temps. Puis, fait que comment tu définirais ça, mettons qu'on commence de même? Ben écoute, thérapie de choc, pour moi, quand les gens parlent de ça, c'est un sous-ensemble de ce qui serait les anciens pays communistes. Donc, ça s'applique à des anciens pays communistes, alors que quand tu parles de grosses réformes, tu pourrais parler de trucs qui touchent, qu'on a appelé pendant longtemps, en fait, ce que beaucoup de gens ont appelé péjorativement, pour essayer de dire des méchancetés, le consensus de Washington. Puis là, ça s'appliquerait, puis je vais l'expliquer un peu dans une couple de minutes, parfait. mais que ça s'appliquerait à des pays, disons, plus non anciennement communistes, le Ghana, voyons, le Sénégal, la République, la République centrafricaine, l'Algérie. Tu sais, un ensemble de réformes plus libérales, mais tu n'as pas besoin de partir d'un État communiste pour ça. Donc, thérapie de choc, les gens pensent que ça s'applique à des trucs, mais dans la littérature, quand tu vois thérapie de choc, c'est généralement des économies planifiées qui doivent se libéraliser overnight, ergo le choc. Est-ce que tu rentrerais ce que fait Javier Milei là-dedans?
Dans des grosses réformes, oui, mais pas dans une thérapie de choc. OK. Pas thérapie de choc. Parce que j'ai vu ce mot-là associé dans certains articles Ouais, mais ça, c'est le journalisme Ouais, c'est ça. de journalisme d'opinion qui en vient à utiliser un terme qui est très imagé, parce que c'est quand même une grosse image, une thérapie de choc, mais qu'après ça, on présume que ce terme peut s'appliquer à à des trucs plus généraux, alors que non, c'est un terme très, très spécifique qui est invoqué. OK, parfait. C'est bon. Fait qu'on peut passer à la présentation. Je te laisse le partager. Je vais l'autoriser pour que les gens puissent le voir à l'écran. Et ça va nous permettre de justement avoir un petit support visuel. On y va comme ça. Donc, premier truc qu'on voit à l'écran, The Washington Consensus Work. Donc, c'est quoi ça, le consensus de Washington? Ben écoute, le consensus de Washington, c'est une thèse qui a été. En fait, c'est pas une thèse, c'est que tu as eu dans les années 80-90 un regain de popularité pour les idées pro-marché. Et il y avait un ensemble de recommandations générales qui étaient vues comme une manière pour les pays pauvres d'avoir de la croissance. Et ça a été très, 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 très critiqué pendant longtemps comme étant que c'était pas vrai, que ça marchait pas, que ça n'avait pas généré de bénéfices. Et l'article que j'ai ici montre que quand tu évalues ce qui s'est passé, non, en fait, ça a marché malgré tout ce qu'on dit, toutes les critiques qui ont fait, ça a clairement marché. Je vais expliquer pourquoi en expliquant cet article-là, mais ce que cet article-là fait, c'est que la raison que c'est lié aux grosses réformes, c'est que tous les pays qui ont fait qui ont appliqué en partie ou en totalité le consensus de Washington, ils ont fait des grosses réformes, genre des gros changements overnight, très rapides, substantifs et soutenus sur plusieurs années. Mais c'est normal. Je pense pas me tromper, là, mais en général, tous les gens qui s'inscrivent dans l'espèce de mouvance de la décroissance, là, les degrowthers en anglais, c'est tous des gens qui partent un peu du principe de critiquer le consensus de Washington. Puis en général, ils partent tous un peu du même principe. Là. Ils vont citer c'était pas ça encore à l'époque, mais tu sais, le fameux discours de Harry Truman là, à la fin des années 40, là, quand il disait, je l'ai devant les yeux, il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et mettre les avantages de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service de l'amélioration de la croissance des régions sous-développées. Bon, c'était avant que le politiquement correct arrive. On comprend, aujourd'hui, les politiciens ne disent pas le monde sous-développé, là, mais c'est un peu le même... c'est un peu le même point de départ, pareil. Là, mais en général, là, si tu lis à peu près n'importe qui écrit sur la décroissance, là, c'est ça le début du propos. C'est de pointer du doigt l'idée qu'il y aura une espèce de recette qu'on pourrait appliquer dans des pays en voie de développement, autrefois appelés sous-développés, pour arriver à la croissance. Et ils disent tous que c'est faux, mais il n'y a jamais vraiment d'explication autre que simplement citer ce truc-là en disant que c'est faux. Là. Oui, en effet, écoute, tu as bien résumé la chose. Généralement, disons c'est quoi le consensus de Washington pour clarifier. Là, ici, j'ai mis la définition du consensus de Washington plus des affaires qui ont été ajoutées plus tard. La colonne de droite, vous pouvez l'ignorer, là, je la trouve un peu redondante en partie, mais pas au complet. Mais en gros, qu'est-ce que ça dit? Ben, tu peux pas avoir des conditions de croissance si tu as un gouvernement dépensier qui fait des déficits constamment. Que tes dépenses publiques ne sont pas liées à des choses qui sont productives, donc par exemple l'éducation ou. Puis les gens pensent que c'est un truc libertarien, ils vont dire un truc néolibéral, mais tu sais, dans ce qu'ils mettent dans le deuxième point, qu'est-ce que l'État dépense dessus? Ben, dépenser sur des programmes d'aide corporative, donc des programmes à la Fitzgibbon, ça ne marche pas. Mais par contre, genre des trucs de soins de santé ou d'éducation, ils vont le mettre dedans. En fait, il y a des sociodémocrates. C'est libertarien si tu es un social-démocrate québécois, là, mais si tu es quelqu'un de normal, c'est juste un truc dans la grande famille libérale, là, cette affaire-là. Ah, même pas. Tu peux, dans le deuxième point, ils vont accepter des dépenses en éducation, un filet social. Donc, tu sais, que tu produis sur des choses qui ont une certaine valeur. Mais pas, il ne faut pas que ça soit anti-croissance, les dépenses. En gros, là, Ouais, c'est ça. c'est ça l'idée. Que
que tu as un mix de taxes qui ne sont pas des taxes contre-productives. Donc, tu taxes la consommation peut-être plus que tu taxes le revenu ou le capital. Tu ne te fermes pas au marché étranger du capital. Donc, tu t'ouvres au commerce international, que tu n'essayes pas de contrôler les taux de change, que tu aies une ouverture à l'investissement étranger, que tu n'aies pas trop de sociétés d'État. Donc, tu n'as pas de société. Si tu as une société d'État, c'est pour des trucs que le marché ne peut pas faire, mais tu ne peux pas en avoir une, disons, pour des traversiers, par exemple. Que tu n'as pas trop réglementé, mais surtout que tu protèges les droits de propriété. OK? En gros, ça, c'est le consensus de Washington. Puis, il y a des économistes qui, après ça, ils ont rajouté des petites nuances ici et là pour dire, ben qu'est-ce qui arrive, ces autres affaires-là? Puis ça, c'est la colonne de droite. Je ne passerai pas une tonne de temps. Mais en gros, l'idée ici, c'est que il y en a une recette. C'est une recette assez abstraite. C'est-à-dire, ça ne dit pas c'est quoi ton niveau de dépenses publiques. Ça fait juste dire, tu ne peux pas faire des déficits à perpétuité. Tu peux avoir un État qui dépense beaucoup, mais il faut qu'il dépense sur des choses qui accentuent la croissance, donc l'éducation, des choses comme ça. Mais ça ne te dit pas c'est quoi l'État idéal. Ça te dit juste qu'il faut que tu fasses quelque chose dans cette famille-là pour avoir de la croissance. Fait que, la critique qui est faite est un peu bullshiteuse. Mais ce qui est cool, c'est que l'article sur lequel on commence avec ça, c'est ils ont décidé de checker comment est-ce qu'on fait pour évaluer si vraiment, oui ou non, quand des pays ont fait ça, parce que le consensus de Washington, c'était quelque chose qui était très poussé de l'avant par les agences internationales, par des pays, mais aussi il y avait un climat intellectuel pour, et il y a plusieurs pays qui ont fait des réformes qui vont dans cette direction-là. Et la critique, c'était que ça n'a pas généré la croissance promise, etc., etc. Et souvent, en fait, tu avais comme des sortes de cherry picking des cas où est-ce que les gens essaient d'étudier un cas en particulier. Des fois qu'ils réussissaient, des fois qu'ils ne réussissaient pas, mais on n'avait pas une manière claire de comme tout mélanger ensemble pour voir l'effet moyen, mettons. Et heureusement, l'article avec lequel je commence, c'est Kevin Greer qui l'a fait avec Robin Greer. Donc, c'est un couple, ils écrivent ensemble. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose de vraiment très original, très simple, c'est qu'ils ont dit on va prendre tous les pays qu'on a, on va prendre l'indice des libertés économiques, puis ce qu'on va regarder, c'est tous les pays qui ont eu un saut de 1 point sur 10 dans l'indice des libertés économiques sur une période de 5 ans, puis que c'est resté, puis que ça n'a pas réverté dans les 5 ans après. Donc là, ça fait une liste de pays qui ont fait des grosses réformes. Puis là, juste pour montrer, j'ai la liste ici. Tu vas avoir, par exemple, le plus gros job, c'est le Nicaragua, qui, entre 1990 et 1995, a monté de 3 points. Donc, c'est une grosse réforme. Et ça a été soutenu. Donc, ça n'a pas baissé de 3 points entre 1995 et 2000. Ça a augmenté de 3 points, puis c'est resté là. OK? Donc, c'était une augmentation permanente. Puis là, il a fait toute la liste, tous les pays, là, tout allant du plus réformateur au moins réformateur. Donc, le Nicaragua étant le plus grand libéralisateur, mais dans la liste, tu as aussi des cas qu'on connaît un petit peu plus, qui ne sont pas autant discutés, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, qui est beaucoup discutée, l'île Maurice, Israël, l'Islande, qui avait fait des grosses réformes dans les années 80, les anciens pays du bloc soviétique, donc tu vois l'Estonie, la Slovénie, des pays qui ont fait des grosses réformes. Puis plus bas dans la liste, des pays socialistes comme la France qui ont fait des petites réformes. Je dis ça de même, il fallait que je fasse un petit stab. Mais tu sais, en gros, tu as la liste des pays qui ont fait ça. Mais la vertu de faire cette liste-là, c'est que il y a une méthode en économie qui s'appelle matching. Puis en gros, ce que tu essaies de faire, c'est que tu dis, OK, regarde, je vais prendre tous ces pays-là, puis à chaque fois qu'un fait des réformes, je vais trouver, via les données, je vais laisser les données me dire, c'est qui les plus proches comparables de ce pays-là. Donc, je vais essayer juste de comparer avec... Fait que tu ne veux pas comparer, disons, la France avec, disons, le Mozambique. OK? Et tu veux les comparer avec leurs contemporains aussi. Donc, tu ne veux pas comparer la France qui réforme maintenant avec la France qui réforme plus tard ou les Philippines qui réforment maintenant avec le Portugal qui réforme en même temps. Tu veux comparer
des réformes. C'est que tu veux t'imaginer comme si tu faisais une expérience en laboratoire. Tu as une personne qui reçoit le traitement. Le traitement, c'est une grosse libéralisation. Et tu veux un groupe de contrôle, ceux qui ressemblent à celui qui reçoit le Ouais. traitement, mais qui ne l'ont pas. OK? Exemple, on pourrait comparer l'Espagne et le Portugal, mais pas l'Espagne et, je sais pas moi, la République centrafricaine. Exactement. Tu veux. Mais là, l'affaire, c'est que ce n'est pas toi qui choisis. C'est les Non, données c'est qui ça. te le disent. Tu prends d'autres variables. Donc, tu vas regarder le niveau d'éducation, par exemple. Le niveau initial de revenus. Donc, tu veux comparer deux économies qui ont le même niveau de revenus au début. Tu veux comparer des économies qui ont peut-être pas juste le même niveau d'éducation ou de revenus, mais peut-être le même niveau d'inégalité au début, le même niveau de densité de population, le même niveau d'urbanisation. Donc, tu veux trouver le comparable le plus proche et les données, les relations entre toutes ces variables-là va te dire c'est qui les plus proches comparables. Et là, tu peux dire, ben regarde, maintenant, si je dis, prenons le Nicaragua, parce que c'était le plus grand libéralisateur. Le Nicaragua, c'est 4 plus grands comparables, sont ces pays-là, donc une liste de pays. Et on dit, ben maintenant, 5 ans après, à quel point est-il plus riche que ses plus proches comparables? Est-ce qu'il y a eu plus de croissance? Est-ce que son revenu a augmenté davantage qu'eux? Donc, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que ça a augmenté la croissance économique dans ces pays-là après 5 ans ou 10 ans ou 20 OK. ans? Donc, on veut voir l'effet d'avoir appliqué, parce que l'idée, c'est que le 1 point de saut, c'est que si tu as fait ce 1 point-là, la manière dont la liberté économique est mesurée, c'est que tu as été dans la direction de faire le consensus de Washington. Il C'est n'y a ça. aucune autre manière de. Mettons, Nicaragua, ce serait quoi son plus proche comparable? Ah, j'ai pas la liste des comparables pays par pays, mais ça serait. Les gens pensent que ça serait par proximité géographique, mais c'est pas du tout le cas. OK. C'est vraiment sur la proximité avec les autres variables. Donc, ça pourrait être l'Espagne, par exemple, parce que l'Espagne, puis disons, le Nicaragua ont le même niveau d'éducation au début des réformes, OK. ou ils ont la même dépendance sur le commerce international, ou peu importe c'est quoi, c'est les données qui te disent ça. Et il y a une procédure qui qui est une sorte de manière de couper la variance, puis tu trouves à travers ça c'est qui les plus proches comparables. C'est une manière d'isoler les choses et l'idée c'est que tu crées des comparables balancés, comme si tu avais eu une expérience en laboratoire. OK. OK? Parce que en laboratoire, normalement, tu prends 10 personnes puis tu choisirais aléatoirement qui reçoit le traitement puis qui ne reçoit pas le traitement. Donc, qui est assujetti à l'expérience. Bien, ici, comme ce n'est pas aléatoire qui choisit, mais tu veux trouver une procédure statistique qui te permet de créer quasi aléatoire. OK? Mhm. Donc, tu veux approximer ce que ça serait si c'était aléatoire. Et là, ici, c'est aléatoire, mais on essaie d'éliminer les autres choses qui feraient en sorte que les gens sélectionnent de faire les réformes. Fait que ce que tu veux, c'est la chose qui serait un Nicaragua, mais qui n'est pas Nicaragua et qui n'a pas libéralisé. OK. C'est ça que tu veux. C'est ça la manière OK. qu'il faut que tu penses au test. Je te posais la question parce que du coin de l'œil, je regardais sur Our World in Data, je regardais un peu les données sur le Nicaragua. Là, puis quand tu prends le PIB par habitant, tu vois qu'au début des années 90, là, ça décline. Puis à un moment donné, ça commence à remonter. Puis depuis, ben, ça fait à peu près que monter. Là. Ben, exactement. Fait que, tu sais, je me demandais si on avait un comparable, on aurait pu voir les deux courbes à côté pour cet Ben, indicateur. écoute, je suis pas mal sûr que si tu regardes probablement un des comparables dans la même période, ça pourrait être, si tu veux mettre un visuel, ça serait Costa Rica, il réforme, mais il réforme avant. Fait que je suis pas sûr que c'est le bon comparable. Le bon comparable serait peut-être. En fait, le bon comparable dans cette période-là, ce serait probablement le Venezuela. OK. Donc, si ça tente d'essayer, ça serait probablement un des comparables, mais c'est pas ce que les données feraient. Je ne sais pas exactement le mix par pays, puis je vais expliquer pourquoi là, après, mais quand tu regardes, puis je vais passer à la prochaine slide là, pour que les gens voient, ce que tu as ici, c'est toutes les manières que tu crées les plus proches comparables. Donc, tu en as une qui s'appelle un propensity score. Tu donnes une note aux autres pays, puis tu dis c'est qui ont la note la plus proche de la tienne. OK? Donc, le Nicaragua a une note
X, quand tu expliques le résultat que tu as, ben c'est qui les 4 autres qui seraient les plus proches ou le plus proche. Donc là, les 4 premières mesures, c'est de dire, ben, c'est qui les plus proches selon ce score-là. Et ceux après, c'est une autre mesure qui s'appelle la distance de Mahalanobis, qui est un économiste indien, mais je n'entrerai pas dans les détails de ça, mais en gros, c'est quelque chose de similaire où tu essaies de trouver qui est le plus proche comparable selon des mesures de distance entre les unités. Donc, tu veux trouver, tu essaies de trouver c'est qui le gars là, qui le ressemble le plus, puis tu le compares à celui juste à côté. C'est ça l'idée. Ou sinon, les 2 plus à côté ou les 3 plus à côté. Puis le point, puis ça, c'est ce que la première colonne montre, puis ignorer la deuxième, là, parce que c'est pas. J'ai pas envie d'entrer dans un cours de stats. Mais la première colonne, ce que ça montre, c'est le taux de croissance dans les 5 ans après la réforme et de combien plus tu as que si tu n'avais pas réformé. Donc, si ça dit, par exemple, 2,87, bien, ça veut dire que tu as 2,87 points de pourcentage de plus de croissance. Okay. Ça veut dire que si ton voisin avait 3 de croissance, toi, tu en as 6. Si ton voisin avait 0 de croissance, toi, tu en as 3. Okay? Bon, j'approche. Non, mais on comprend. C'est ça l'idée, mais c'est pas juste sur 5 ans, même sur 10 ans, tu vois encore des effets. Donc, c'est pas juste qu'il y a une petite accélération pendant 5 ans où tu fais beaucoup de rattrapage, puis après ça, tu continues à la même tendance que tu avais avant. Même après 10 ans, tu as l'air de voir, puis ça, c'est la dernière colonne, même après 10 ans, tu vois encore une continuité des effets qui n'est pas aussi forte, mais même après 10 ans, tu peux avoir 1 ou 2 de plus de croissance que tu es comparable à toi si tu es un pays qui fait cette réforme-là. Donc là, c'est gros, ça. C'est vraiment un super gros choc. Parce que les gens, on oublie, là, puis il faut le rappeler parce qu'il y a des gens comme Olivier Niquet qui peut-être écoutent le show. Ça m'étonnerait qu'ils comprennent le show, mais on peut y expliquer pour l'aider un petit peu. C'est que si tu prends le chiffre 72, puis tu le divises par le pourcentage de croissance, tu vas savoir le nombre d'années que ça te prend pour doubler ton revenu. Fait que si tu as 1 de croissance par année, ça va te prendre 72 ans à peu près doubler ton revenu. Si tu as 2 de croissance, ça va te prendre 36 ans. Si tu as 3 de croissance, ça va te prendre 24 ans. Donc, tu vois que ça 1 point de plus de croissance, c'est gros. Fait que si, mettons, tu as un pays qui était à 0, ben, il ne s'attendait à aucune croissance dans l'avenir. Mais là, en l'espace de 24 ans, il va avoir, il va avoir doublé son revenu en 24 ans. Fait que, tu sais, par exemple, pour prendre un exemple contemporain, on a Javier Milei. Les gens, cette année, la croissance, je ne suis pas convaincu de ce chiffre-là parce que chaque fois, il sous-estime depuis qu'il est arrivé au pouvoir, mais il présume pour 2025 que ça va être 5,5 de croissance. 5,5 de croissance, c'est gigantesque. Ça veut dire que s'il tient ça pendant genre 5 ans, ben après 5 ans, à peu près, là, les gens vont être 30-35 plus riches qu'ils l'étaient. Sur 5 ans, tu es 35 plus riche. C'est gros, 5 de croissance. Puis, c'est pas juste gros, c'est gigantesque. Puis, il y a des pays qui ont fait ça en passant. Dans la liste, je pense que l'Irlande était là. L'Irlande a fait des grosses réformes dans les années 80-90. L'Irlande a eu de la croissance qui approximait le 10 par année pendant des courtes périodes de temps, mais qui était toujours en haut de 5 Les Irlandais sont à peu près 2,5 fois plus riches qu'ils l'étaient il y a 30 ans. C'est ça de la grosse croissance. Fait que le chiffre qu'on voit là, vous pensez que ces petits 2 points de pourcentage de plus ou 3 points de pourcentage, c'est gigantesque en termes d'importance pour le bien-être. C'est gigantesque. L'Irlande, là, si je regarde ça, parce que j'avais le truc de All World and Data, je peux peut-être le mettre aux gens pour qu'on se visualise. On parlait du Nicaragua tantôt. Là, ça a l'air poche puis ça a l'air d'une ligne flat, là, mais mettons que j'enlève l'Irlande, on le voit, là, on le voit clairement. C'est ça que je disais tantôt. Là, les années 90, puis là, les réformes arrivent, puis tu vois, là, regarde, on passe de 3-4 000 par année à 7 400. Ouais, c'est quand même non négligeable. Puis l'Irlande, si on l'ajoute, on le voyait, c'était assez...
c'est assez solide. Là. Regarde les chiffres de l'Irlande. 29 000, ça, c'est ajusté pour inflation. Là, donc, c'est juste pour me préciser aux gens. 29 000, à peu près 30 000 en 1990 à 114 000 en 2023. Là. En passant, le Québec pourrait être l'Irlande si on arrêtait d'avoir des politiques publiques aussi anti-croissance que ce qu'on a. Là. Mais tu sais, en gros, là, tu le vois, là, quand je dis là, le chiffre, les gens vont... En fait, il y a souvent ce truc-là d'essayer de minimiser le résultat qui est là, mais c'est assez clair, là. C'est assez clair. 1% de plus de croissance, c'est un huge deal. C'est un deal là, de la... Écoute, il n'y a personne qui cracherait sur de la croissance. Tu ne devrais jamais croisser. Même sur une petite proportion de croissance, tu ne devrais jamais cracher là-dessus. Parce que c'est un big deal. Non, mais clairement. Puis, Yann juste vient de se joindre à nous autres pour les gens qui sont en audio. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Il faut toujours croisser plus. Ouais. Ribbit. C'est bon. Yann pertinent comme il est toujours. Mais quoi? Invente des mots devant tout le monde. J'ai pas inventé de mots. Continue, c'est intéressant. Ah, c'est que t'es déplaisant. Juste pour visualiser dans l'article de Greer et Greer, ça, c'est peut-être la meilleure image pour montrer à quel point ça change. Ici, là, le 0 sur l'axe des X, c'est l'année auquel la réforme est faite. En moyenne, les pays, quand ils font des réformes, ils avaient à peu près 9 000 de revenus. Ben, dans les 5 années avant, ce que tu vois, c'est qu'il y a une petite. Si tu fais les 10 années avant puis tu continues la tendance, ça ferait une petite ligne qui continue de même, puis ça ne serait pas particulièrement intéressant. Et la différence entre cette ligne continue-là que vous imaginez dans votre tête puis où est-ce que c'est après, bien, ça, c'est l'effet 10 ans après des réformes. Donc, on parle. C'est ça que le chiffre que Greer dit, c'est que 10 ans après, le pays moyen est 16 % plus riche qu'il ne l'aurait été normalement. Il n'est pas juste 16 % plus riche. Il est peut-être 30 % plus riche, mais il aurait été 15 % plus riche s'il n'avait pas fait les réformes. Bien là, tu fais 16 plus 15, puis tu as un pays qui est 31 % plus riche dans ce cas-là, puis c'est un big deal. Puis cette méthode-là, là, c'est la méthode pour checker c'est quoi l'effet d'une gigantesque libéralisation. Puis il y a un paquet de gens qui ont après ça. Dès que Greer a fait ça, c'est comme devenu la méthode la plus efficace pour voir l'effet de grosses réformes parce que c'est causal. Tu peux dire que ce que tu mesures, c'est pas juste une association, c'est pas juste une corrélation, c'est vraiment cause à effet à cause du setup que tu peux établir. Tu peux donc dire, ben, si tu fais une grosse libéralisation, tu vas avoir un effet positif sur tes revenus. Et donc, c'est pour ça que Greer et Greer, ils disent, ben, la libéralisation, ça marche, le consensus de Washington marche. Puis tous ceux qui chialent après ça, ben, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce qui est normal, parce que la plupart d'entre eux qui disent ça travaillent à Radio-Canada. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on a évalué la quantité d'activants qui a été consommée supplémentaire dans la communauté journalistique de chacun de ces pays-là ou ça n'a pas été étudié encore? Je ne pense pas que ça a été étudié encore. Ah. Non, mais ça ne saurait tarder. Ben, tu sais, juste pour montrer, là, tu peux le refaire aussi, pas juste pour des pays, mais il y a Justin Calais qui l'a refait à l'intérieur des États-Unis, donc entre États. Ben, ils trouvent la même chose. Donc, les États qui ont fait des libéralisations à l'intérieur des États-Unis. Donc là, c'est pas aussi extrême parce qu'à l'intérieur des États-Unis, les droits de propriété sont assez protégés. Mais là, c'est comme, par exemple, est-ce que tu as déréglementé ton marché du travail? Est-ce que tu as coupé les dépenses publiques? Est-ce que tu as baissé les impôts? Même résultat. Si tu as fait tout ça après quelques années, tu as une accélération de la croissance. Donc, les États qui libéralisent, qui ouvrent leur économie, ils ont un spurt de croissance très rapide, 4-5 ans. Puis après ça, ils reviennent à leur ancien taux de croissance, mais ils continuent. Ça veut dire qu'ils sont à un niveau plus élevé. Oui, c'est parce que ce gain-là, il s'en va pas. C'était pas le Idaho qu'on avait regardé un gouverneur récemment là, avec sa chaîne de ça, puis ses pétates. Ben, c'est ça. Lui, il serait dans la gang de grosses réformes, croissance très rapide, quelques années. Puis après ça, ben, la croissance a généré un effet de revenu total. Puis après ça, l'économie continue de croître au même 2 %. Mais 2 % d'un niveau beaucoup plus élevé, de telle sorte que, tu sais, le gars qui vit en Idaho aujourd'hui, il est crâlissement plus riche qu'il l'était avant. Là. Fait que, tu sais, ça compte. Ça compte. C'est juste ça qu'on veut pour le Québec. Il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre ça. C'est juste ça qu'on veut faire. C'est nous un petit 4 ans, genre. C'est un petit 4 ans, là. On va le faire, le ménage. Ça va être capoté. Ça va être... Mais moi, en fait, après ça, on vous laisse tranquille. Moi, j'en reviens toujours un peu au même constat. C'est que
comment ça que cette recette-là est prouvée? Là, tu nous le montres. Là. Testé. Il y a des exemples. Là. On a parlé du Nicaragua, on a parlé de l'Irlande. Tu peux prendre toutes sortes d'autres exemples. L'Idaho comme État, si on ne prend pas un pays comme tel. On le sait que ça marche. Ça marche. On le voit un peu en ce moment en Argentine avec les réformes qui amènent la croissance. Finalement, en plus, le prix qu'on pensait qu'il allait être à payer était bien moins pire. Tu sais, au début, tu nous avais dit, ouais, je pense que ça va être quand même vraiment rough au départ. Puis finalement, ça n'a même pas l'air si pire que ça. Finalement, congédier un fonctionnaire, c'est pas la fin du monde. C'est pas très difficile, en fait. Mais malgré tout ça, il y a encore des gens pour nier. Ils vont dire non, ça c'est. Vous êtes des néolibéraux, des fous, puis tout ça. Puis ce qu'il faut, c'est plus de logement social, puis ci, puis tout ça. Mais ces gens-là, parce que tu sais, j'essaie de me mettre dans le pot. Là. Puis tu peux pas toujours présumer que les adversaires sont du monde pas brillant. Là. Il faut que tu lui laisses une chance à un moment donné. Tu essaies d'être généreux des fois. Il faut que tu essaies d'être... Non, mais c'est parce que Mané, je sais que de toutes les barres, il y a du monde intelligent. Fait que je comprends pas comment des gens peuvent regarder ça et dire c'est tout pas vrai. Ce qu'il faut, c'est plus d'État, plus de taxes, plus de gouvernement. Je comprends pas sur quoi c'est basé. Moi, je pense qu'honnêtement, il y a juste un biais de... Il y a un biais naturel que l'être humain a d'imperfection, c'est-à-dire que tu vois les imperfections plus facilement que tu vois les avantages. Donc, les marchés, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, les marchés ne sont pas parfaits. Ils ont des... juste parce qu'on ne peut pas tout avoir ce qu'on veut dans le monde, puis que des fois, si tu fais quelque chose, tu ne peux pas être en train de faire quelque chose d'autre, puis il y a des trade-offs. Ben, juste à cause que tu dis ça, les gens s'imaginent que, ben, là, tu vois, c'est la preuve que X, Y, Z est mauvais. Ou... Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que dans un set de choix où est-ce que l'utopie n'est pas accessible, ben, il y en a des moins pires, mais les gens focus. Moi, j'appelle ça, en fait, il y a un économiste qui appelle ça la fallacie du nirvana. C'est de comparer un monde imparfait à une utopie et donc, par définition, toute politique du monde imparfait est donc est un échec par définition. Je pense qu'il y a des gens qui vivent juste dans un désir de trouver un nirvana, une utopie. Puis ça biaise leur raisonnement. Ça, c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste, je pense, de la naïveté. Mais tu as aussi des gens que je pense qu'ils aiment beaucoup qui sont attachés idéologiquement à quelque chose d'autre. Et ce que je dis ici est particulièrement déplaisant pour eux, mais en même temps, ce que je dis, tu n'es pas obligé d'être... on ne parle pas d'une utopie libertarienne ici ou d'un monde anarcho-capitaliste. On parle d'un État qui dépense moins, réglemente moins, mais ça ne veut pas dire pas d'éducation, pas de financement public à l'éducation. Non, c'est juste pas de QLF. Ben, pas de Fitzgibbon. C'est ça. C'est pas des trucs hyper radicaux, mais en même temps, il y a une autre raison, puis on pourra en parler dans les dernières slides. Là, j'ai de quoi. Pas de secrétariat du Québec à New York. Fais la liste de ce que tu veux, puis I will sign. Tell me where to... C'est comme le meme, il dit je veux faire ça. Il a dit, tu sais qu'ils veulent ça. Wow, wow, wow. I already told you I was sold. Fait que, tu sais, c'est à peu près ça. Mais écoute, mais cette mesure-là, juste pour montrer, puis je veux comme répondre aussi à des mythes. Là. Il y a des la gens commission de la toponymie, you're gone. You're fired. Non, commission de la toponymie, ça fait du sens que ça soit là. Que tu veux pas deux rues qui aient le même nom dans la même ville ou des choses comme ça. La commission de la toponymie, c'est probablement une des commissions qui me dérange le moins. Par contre, l'OQLF, j'ai aucun problème à dire que ça devrait débarquer. Le Conseil supérieur, le Conseil de l'enseignement supérieur. Tu pensais pareil, man. Il faut qu'on ait une commission pour pas se rendre compte qu'on a deux rues avec le même nom. Faut-tu être une gang de styles d'attardés pareil? Écoute, je te laisse ça. Ouais. Je te laisse ça à toi, Yann. Okay. Si tu peux juste faire un inventaire du nom des rues avec Google Maps, puis genre, tu t'arranges que la prochaine que tu crées soit pas deux fois le même nom. Je pense qu'un stagiaire de 17 ans serait capable d'accomplir la tâche. Ouais, peut-être même 16. OK, je vous... mais continue. Moi, je pense que le gars qui a fait mon Big Mac à midi au McDo est capable de faire la tâche. Écoute, j'en reviens pas qu'on parle de la commission de toponymie.
Moi, je m'en sers. Le pire, c'est que moi, je m'en sers calissement de la commission de toponymie parce que ça me donne plein de détails historiques sur des places au Québec, fait que, notamment les dates d'ouverture des paroisses puis tout ça. Donc, je m'en sers souvent pour créer des données. Mais j'aurais jamais pensé que j'aurais une conversation au sujet de la commission de toponymie ici. Mais c'est un vieux running gag de Michel Hébert, en fait. Il y a juste Yann qui est capable de faire dérailler une conversation. Non, mais c'est vrai. Les gens qui ont un peu de culture politique québécoise savent que la commission de toponymie se retrouvait quasiment une fois sur 5 dans les textes de Michel Hébert. Ça, c'était magique. Il est-tu mort, Michel Hébert? Non. Okay. Il est retiré de la vie publique. C'est ça. Il s'est mis les 2 pieds sur le pouf et il a dit « Allez, tout chier ». Je sais pas c'est quoi qu'il fait, mais... Fait qu'il a fait un Yann Sénéchal. Mais il a pas mis ses pieds. Mais toi, tu n'as pas mis tes pieds sur le pouf encore. Non, mais lui, il l'a fait en toute discrétion. Je pense qu'un moment donné, il a arrêté. Puis il a fait, regarde, arrangez-vous. Ben, il y a eu un texte qui a été supprimé. C'est vrai. Ah oui. Il a publié un texte à un moment donné qui est resté. C'est le meilleur avis, genre. Il est resté en ligne, je pense, 1 heure. Ça s'appelait La Grande Messe de 13 heures. Ouais. Et ça a été son dernier article. Je vous laisse deviner quel était le contenu de cet article-là. Je pense que vous êtes capable de Pour les membres Patreon qui ont vu l'extra de lundi 28 avril, au moins Michel n'a pas fini sur OnlyFans. Si vous vous demandez ce que je viens de dire là, allez fouiller dans le Patreon de lundi 28 avril, vous allez comprendre. Continuons. Fait que pour répondre, mais là, tu as des gens, puis c'est la réponse classique des gens de gauche, tu vas avoir. Ah, ben là, tu sais. Parce que la critique sur le consensus de Washington, c'est généralement un truc qui vient de la gauche. Fait que, on va pas se mentir. Surprise. Tu n'auras pas beaucoup de gens de droite qui en parlent. Généralement, les gens de droite, ils vont juste comme l'ignorer. Fait que je leur parle pas à eux ici. Je vais parler plus aux gens de gauche, puis ils vont dire, par exemple, ah, mais les libéralisations créent des inégalités. Ben là, il y a quelqu'un qui a utilisé la même méthode. On a utilisé, non, mais qui a utilisé la même méthode que celle qu'on parlait, puis ils ont regardé 2 choses. Est-ce que le revenu des différents déciles après des libéralisations augmente? Et est-ce qu'il augmente dans des proportions différentes? Donc, tu veux savoir, est-ce que ça a augmenté de manière un peu inégale? Ça change. Ils ont-ils augmenté? Oui, femme, ta gueule. Ben, honnêtement, moi, j'accepte cette réponse-là. Merci. En toute franchise. Je la trouve très bonne, mais il y a des gens qui ne l'accepteront pas, Yann, il faut le reconnaître, que pour eux... Je sais, on ne peut pas empêcher les gens d'être imbéciles, je suis au courant. J'ai pas la même réaction à l'égard des gens qui se soucient que tout le monde se lève puis que quelqu'un se lève plus. Se lève plus. Ouais, c'est de la pure jalousie, man. Ben, c'est là que la différence que moi j'ai, c'est que je me soucie pas tant que ça des parts de revenus de chaque groupe. Je veux savoir si une personne peut passer du bas au haut. Puis ça, c'est plus difficile à mesurer. C'est la mobilité sociale qui compte. En gros, c'est la seule mesure qui compte au final. Mais regarde, OK, je te le mets d'une autre façon. Moi, mon cerveau, tu sais comment il marche un peu? Là? On va y aller en quartile, OK? Q1, Q2, Q3, Q4. Q4, c'est les riches, c'est les 25% plus riches. Q1, c'est les 25% plus pauvres. Tu fais tes réformes. Q4, les riches, 25% plus riches. Q3, Q2, 10% plus riches. Q1, 5% plus riches. Il y a des gens qui s'offusqueraient de ça. Ben, mais si tu fais pas la réforme, Q1, les plus pauvres, sont plus pauvres de 5%. Ben, écoute, je vais faire une défense de leur point de vue, puis je vais te montrer pourquoi c'est... Leur point de vue, c'est que si le plus riche... Leur point de vue, il est lourd, Vincent. OK, tu as la version enfantine, fait qu'on va dire Olivier Niquette de pourquoi les inégalités comptent, mais tu as une version plus sophistiquée qui pourrait être genre Joe Stiglitz ou Lane Kenworthy, qui sont des sociodémocrates, mais ils diraient que des fois, si les riches s'enrichissent très vite, ils peuvent se servir de cette richesse-là pour influencer le processus politique, donc de convertir leur richesse accrue dans une manière de changer les institutions. Ça serait leur réponse. Q1 est plus riche, oui ou non, après les réformes? Oui, femme ta gueule. Oui, mais si après ça, tu changes les institutions, leur réponse, c'est qu'après, Q1 va être plus pauvre. Non, mais... Elon Musk a vraiment réussi à contrôler tous les aspects du gouvernement. On voit que c'est un succès, son affaire, à date.
J'ai pas dit que c'était vrai, je te donne leur argument. Leur argument, Je c'est que sais. si maintenant tu as de la croissance n'est pas répartie également, dans la prochaine période, tu vas avoir des mauvaises institutions. Les mauvaises institutions vont générer moins de croissance pour les plus pauvres et même peut-être même de la croissance négative. Donc, les plus pauvres auront moins de mobilité sociale. C'est leur réponse. Ma réponse à moi, ça a toujours été que ben, peut-être que tu ne devrais pas laisser la place aux politiques de pouvoir changer les règles du jeu comme ça. Peut-être que tu devrais avoir plus de contraintes. Peut-être que ton problème, c'est un problème d'institution. Si les institutions sont si changeables que ça pour un petit peu de croissance inégale, ben là, ton problème, c'est pas un problème de la croissance, c'est un problème Peut-être des que si institutions. l'État était moins gros, il y aurait moins de riches qui tourneraient Mais autour pour essayer de le têter aussi. à là, je base, sais pas. Vincent, là, moi, je vois ça comme moving the goalpost. L'objectif, c'est d'enrichir les gens. Je suis persuadé que si Q4 s'améliore de 25% et que Q1 diminue de 5%, c'est une mauvaise chose. Et ça, j'y adhère à 100%. Je suis d'accord avec toi là-dessus. La minute que Q1 s'améliore, fermez vos gueules. C'est la seule chose qui Ouais, importe. mais encore une fois, leur réponse à eux, c'est que tu aurais à la première période, tu aurais tout le monde s'enrichi, puis à la Oui, deuxième, mais à on est cause dans des inégalités. l'hypothétique tout le temps, Vincent. Je La le sais. réalité, c'est que... Non, mais attends un peu, là. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Ah, je suis d'accord, C'est que- je le sais exactement ce que tu veux Non, dire, non, mais je suis 100% d'accord. je sais c'est quoi ta thèse, puis je suis d'accord avec ta thèse, puis je sais que c'est la leur qui n'est pas correcte. Mais quand tu arrives puis tu es du côté du libéralisme, il faut tout le temps que tu démontres, hors de tout doute raisonnable, avec des études scientifiques, que ce que tu as fait, là, c'était vraiment la chose à faire, c'était vraiment mieux que l'alternative. Tout est challengé aller-retour. Puis là, quand tu dis crime, vous voyez, ça marche. Les plus pauvres se sont enrichis. Mais là, il y a un esti de clown qui arrive par en arrière qui dit ouais, mais il s'est pas enrichi aussi vite que les plus riches. Là, t'es là, tu te dis man, le but, c'est de s'enrichir ici, là. C'est aussi que tu t'en vas avec tes estis d'affaires d'égalité dans la croissance, tabarnak. On veut juste qu'il y ait de la croissance. OK? Toi, tes estis de niaiseries, là, tu moves de goalpost. Tu es en train de fixer un objectif que personne n'a. Puis Ben, en ton fait, seul objectif de fixer cet objectif-là, c'est de faire déraper la patente que tout le monde sait maintenant que ça marche. Puis toi, tu dis, avez-vous pensé que peut-être il pourrait arriver dans le futur, 25 ans plus tard, quelqu'un qui pourrait être pas fin? Sérieux, là? Moi, ça me fait chier en sacrement. Parce que ces hosties de clowns-là, ils vont faire des recherches scientifiques pour te prouver, asti, qu'un homme trans, tabarnak, c'est une femme. Puis il n'y a personne qui a le droit de les challenger. écoute, je te dirais que moi, je suis d'accord que j'aime pas le double standard qu'on a. Effectivement, je trouve que comme libéral, je veux dire, tout le monde devrait avoir soit le standard qu'on impose aux libéraux comme nous, ou tout le monde devrait avoir le standard qu'on impose aux socialistes. OK? Ben, moi, oui. J'accepte cette idée-là. Effectivement, La je bonne trouve raison, la bonne réponse est probablement entre les deux, genre quelque chose qui s'appelle, comment ça s'appelle, non? Ah oui, asti, la science. La méthode scientifique, toi. On fixe un objectif, on fixe une hypothèse, on l'infirme, on la confirme, peu importe, mais d'un coup qu'elle a infirmé ou confirmé, on change pas l'objectif en cours de route. non, en effet, ben écoute, en même temps, je veux être généreux avec eux autres. Quand Je eux, le sais. quand ils parlent des inégalités, leur mécanisme à eux, là, de. Peut-être, mettons, prenons une personne qui a toujours dit la même chose, qui fait juste dire il faut vraiment s'assurer que l'enrichissement maintenant ne fasse pas quelque chose que dans l'avenir, ça n'en crée moins pour une personne, puis qu'on appauvrit cette personne-là. Un mort, Ça- c'est un mort de trop. J'exagère, mais l'idée, prends juste le mécanisme institutionnel. Mais je te l'ai dit tantôt, Vincent, je pense qu'on peut avoir. Je pense qu'ils ont un point. Leur point, il doit être vérifié et validé. Je pense que quand ils arrivent, la situation que j'ai décrite le décrit bien. Là. Si les riches, si Q4 s'améliore de 25% et Q1 diminue de 5%, donc les riches se sont enrichis aux dépens des plus pauvres. Dans cette situation-là bien précise, leur recherche est pertinente. Leur recherche est utile pour montrer que, faites attention, il ne faut pas peut-être avoir la croissance à tout prix si la croissance se fait pour amener la richesse dans les mains d'un type de personnes au détriment des autres. Ouais. Mais la journée que Q1 s'améliore de 5%, ça ne s'est pas fait à leur détriment. Tout le monde est plus riche. La tarte s'est agrandie. Okay. C'est le principe que c'est ce que tu me dis tout le temps. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Je suis d'accord. Ces imbéciles-là pensent que c'est un jeu à somme nulle. Mais tu vois, l'avantage de respecter leur argument à eux, en présumant qu'on a à faire face à une personne qui ne fait pas de goalpost shifting. Okay? On est clair. Mais c'est ça qu'ils font. Là. Il y en a qui font ça, mais mettons qu'on prend. Je veux vraiment prendre une personne. Il y en a qui sont honnêtes dans cette gang-là, puis on va prendre une qui est honnête, qui dit vraiment je suis inquiet que si on a de la croissance inégale maintenant dans l'avenir, on va avoir de la décroissance pour certains et de la croissance pour d'autres.
OK, fine. Mais dans ce cas-là, grâce à cette conversation-là, moi, je peux poser la question subséquente qui est liée à ça, qui est qu'est-ce qui fait en sorte que tu pourrais avoir un renversement comme ça? Puis c'est là que moi, je vais pouvoir parler de constitution, de checks and balances, d'éviter le pouvoir que le politique puisse convertir de la richesse économique en pouvoir politique. Tu ne veux pas que ça se passe. Ben, dans ce cas-là, si tu veux avoir cette conversation-là, je n'ai pas de problème. Mais on n'a pas besoin de parler des inégalités maintenant. On a besoin de parler de qu'est-ce qui fait en sorte que la richesse peut être convertie en pouvoir politique. Ben là, ça veut dire que c'est là que les... sujet, ça. Mais c'est un autre sujet. Mais ça veut dire que on sait à quoi répondre à la personne de bonne foi, c'est de l'amener sur une autre conversation. Mais juste pour te dire, ce que toi, tu dis depuis tantôt, là, c'est ça le résultat qu'il y a eu. Le résultat, c'est que mais pas exactement comme tu dis. Les plus riches ont eu beaucoup de croissance. Donc, tu regardes le tableau ici, la première colonne. Le top 1%, après 5 ans, ils ont 22% plus de revenus. Le plus bas, 10%, il y a 23% plus de revenus. C'est sûr, entre... Ça fait un genre de U, dans le fond. Ça fait un U. Les plus pauvres gagnent beaucoup. Les plus riches gagnent beaucoup des libéralisations. Les gens au milieu gagnent quelque part entre 10 et 20% de plus. Donc, tu sais, tout le monde a gagné. Il n'y a aucun coefficient négatif. Tout C'est le monde encore est plus mieux riche. comme résultat. Mais pas tout le monde a gagné égal. Exactement. C'est ça le fond. Hey, mais tu sais, sérieux, là, tout le monde gagnait égal. Si on se donne ça comme objectif, on est des putains d'imbéciles. Là. Ben, il y a un livre qui va sortir à l'automne 2025 aux presses de l'Université de Chicago par votre bien et qui explique en fait que des économies de marché qui sont plus libérales, généralement vont produire de la croissance égalitaire. C'est une des choses que je souligne. Les économies, plus tu as une économie ouverte, plus tu as une économie compétitive, plus tu vas avoir de la croissance égalitaire. Fait que si, mettons, là, je leur donne ça, tu vas avoir non seulement des améliorations pour tous, mais tu vas probablement avoir un playing field qui est plus Yann, oubliez pas aussi là, que dans ce que vous disiez depuis tantôt, là, on a pris pour acquis que les Q1, Q2, Q3, Q4, là, le monde reste pris dedans. Or, dans un système de liberté économique avec une forte croissance, là, au bout de ton 10 ans, là, celui qui était dans le Q1 est peut-être rendu dans le Q3. Là, on ne le sait pas, ça. Oui, puis le gars de Q4, il finit par faire de la poudre puis il descend en Q1. Ça se peut aussi. Là. Exactement. Mais ça, en plus, il y a un article qui s'en vient. Il y a un article que je suis en train de finir avec Justin Calais, qui est celui qui a fait celui qu'on a le tableau. Mm-hmm. On a des données de mobilité sociale, puis on regarde pour les pays qui ont fait des grosses réformes, est-ce que tu as plus de mobilité sociale dans le même cause à effet? Donc, on parle pas juste de corrélation, là. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont corrélation, ça ne veut pas dire causation. Je le sais, je fais ça de ma vie, tabarnak. Mais pour ceux, ça m'écoeure. Quand quelqu'un me dit ça, je suis comme non, je m'excuse, j'ai fait ça de ma carrière. Je n'avais pas pensé à ce point-là. Calisse que t'es brillant. Ah, c'est que j'ai zaï. Mais tu pensais comment. Juste je vais résumer quelque chose que tu venais de dire. On est passé de est-ce que la libéralisation crée de la croissance comme question à étudier à est-ce que la libéralisation crée de la croissance pour tous comme question à est-ce que la libéralisation crée de la croissance pour tous de manière égalitaire? Goalpost shifting. Mais ça, tu vois, c'est là que je comprends ta frustration, Yann. C'est vrai Sacrement, man. Mais ça, fréquemment, moi, c'est ça, avec ça, je dois composer. C'est pour ça que j'écris tout le temps des articles pour tester les sous-questions qui sont ajoutées après. Mm-hmm. Puis des fois, ça arrive que le gauchiste a raison. Tu sais, que non, ça ils ont tout le temps tort, eux autres. Il y en a. Moi, j'accepte l'idée qu'un enrichissement inégalitaire peut changer les institutions. Mais dans ce cas-là, la vraie question après ça, c'est pourquoi tes institutions peuvent changer si facilement? Pourquoi est-ce que c'est si facile de faire du lobbying? Ben, peut-être que ton problème, c'est pas la croissance inégalitaire, mais que c'était tes contraintes institutionnelles. Là, c'est une autre conversation. Mais dans ce cas-là, le gauchiste, il a la bonne crainte, mauvais diagnostic. Et si tu passes à l'autre slide d'après, là, ça aussi, ça en est une sous-question. Là. Exactement. On a fait la même chose pour l'environnement. Puis là, ça, c'est Justin puis moi qu'on a vu cette méthode. Justin a vu la méthode avant moi. J'ai dit, Chris, quand j'ai vu cette méthode-là, je suis comme, dude, moi, je l'ai donné. Toi, tu as développé le code déjà. Montre-moi le code, je te donne mes données. On va écrire un article. On a fait ça de la manière dont je fonctionne généralement, c'est que je fais mes résultats. C'est du goalpost shifting solide, ça aussi. Là. Ben, on a regardé la question, est-ce que des grosses libéralisations affectent l'environnement?
La Fait que réponse, là, la quatrième question après ça, c'est est-ce que la croissance est pour tous de manière Ben oui. égalitaire sans scraper la planète? Ben oui, parce que là, t'as Laure Varidel qui arrive dans la conversation, puis elle va dire oui, mais monsieur Gelozo, là. Monsieur Desrochers. Monsieur Desrochers, là, OK, ça enrichit tout le monde. OK, ça les enrichit pareil. Mais au bout du compte, il y a une couleuvre qui est morte quelque part. Là. Ah, table! Pas sûr qu'elle dirait la couleuvre, mais elle dirait Oh ouais, mais- la planète va être détruite. Mais Ah non, là, tu vas m'achever, là. je sais que je vais t'achever. Mais Hey, c'est le quatrième niveau de « Ah non, mais on va vous pincer. » Dans le fond, là, c'est que les universités sont remplies de gens qui essaient de prouver à tout le monde que la libéralisation ne marche pas. Parce que c'est comme trop évident que ça marche. Ben, écoute, OK, point numéro 1. Pense pas que Laure Varidel est considérée dans le monde universitaire. Les gens qui assistent, c'est des Fair gens enough. qui ne sont pas du tout dans le monde universitaire. Puis ce que je dis dans mes articles, là, encore une fois, dans le monde universitaire, je suis effectivement comme libéral, je suis unique. Mais quand je parle de mes articles, il n'y a personne qui est comme « Oh, wow, ce que Gelozo il dit, c'est complètement radical. » Non, Chris... Il y a juste Patrice Roy qui dit ça. il y a juste... Effectivement, il y a juste Patrice Roy. Très bien. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'ai un peu un malaise avec les gens de droite qui disent « Oh, l'université, c'est une place de gauchistes. » Oui, il y a plus de gens qui sont de gauche, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe aussi dans le monde universitaire? C'est qu'il suffit que tu aies un ou deux gars de droite, puis comme c'est une course au prestige, si tu es capable de produire un article de très haute qualité dans lequel tu détruis tout l'argument des autres, on s'en calisse que vous êtes 5000. Si je vous ai torché avec un article, c'est ça la beauté du monde universitaire, c'est que si j'écris le bon article, je peux tout vous torcher, esti, même si vous êtes 4900 contre moi. Fuck you. C'est ça la beauté du monde universitaire. Puis Fait que là, t'en as des idées de merde qui sont détruites sauvagement dans des articles. Puis ça, là, j'adore ça. Ben, Ça, un là, peu ce qu'on avait parlé avec Stiglitz, justement, puis les inégalités. Là. C'était Ben, exactement. pas mal relié à ça. Mais là, finalement, l'histoire de l'environnement, là, si on veut rapper Même avec méthode, ça, là. même méthode, même tout. Ben, ce que tu vois, c'est qu'il n'y a pas d'effet sur les émissions de gaz à effet de serre sur toute la période. Donc, on a pris de 1970 à aujourd'hui. Il n'y a aucun effet sur les émissions de gaz à effet de serre par personne. Si tu regardes après... Hey, c'est une grosse surprise. Toi, on augmente la croissance économique, qui augmente la recherche et développement, qui augmente l'innovation, puis soudainement, il y aurait plus de gaz à effet de serre. C'est évident, ça. Ben, après 2000, par contre, parce que tu as des technologies beaucoup plus propres post-2000, ben là, en fait, les relibéralisations ont peut-être même des signes de réduire les émissions de gaz à effet de C'est sûr. serre. On trouve aussi, en passant, qu'un des effets des libéralisations, c'est que les gens qui meurent, parce que là, on a juste pris le CO2 comme indicateur, mais si tu prends d'autres indicateurs comme le résultat de la pollution atmosphérique, de particules lourdes, du smog, ben là, après les réformes, ça diminue en tabarnak. Ouais, mais si Fait que tu là, prends des comme- enjeux, si tu prends aussi des enjeux environnementaux typiques des pays sous-développés, genre la gestion des déchets, tu dois voir un solide changement. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de certains endroits en Amérique centrale ou Amérique latine ou en Inde, par exemple, tu sais, où il y a des vidanges en pleine rue à plusieurs endroits. Pas vos bails en plastique qui ont tué la tortue. là. Ouais, Ben, on est en train de faire la même chose avec tous les indicateurs qu'on peut trouver. Fait que pas juste ça. Puis c'est absolument vrai, ce que tu dis. Le seul indicateur... Mais là, c'est quoi la cinquième étape? Là? Parce que là, on était rendu à quatrième. Là. Il faut tout réussir à avoir une croissance pour tous, de manière égalitaire, sans tuer la planète. Ben, Cinquième je l'ai. étape? Ah non, attends un peu. Dis-moi pas que la cinquième étape, c'est moins bon pour les femmes que There pour you les hommes. go! There you go, buddy! You're straight on the money! Man! Ça, c'est Man! le même genre d'argument que... Fuck that shit, là! C'est le même genre d'argument que le gars de QS qui disait qu'être contre le tramway, c'est être contre les femmes. Là. Parce que les femmes prennent plus le transport en commun. Mais là, attends un peu. Comment ça, ils peuvent écrire ces mardes-là, puis se faire passer pour des scientifiques après, là? Ben, Non, c'est parce que là, c'est une cinquième couche, là. écoute, il y en a qui pensent ça, mais en même temps, poser la question, est-ce que les libéralisations ont un effet uneven sur les genres? Je trouve que c'est une bonne question. Franchement, je veux savoir. La réponse, c'est que, puis ça, c'est Carrie Ann Lawson. Encore une fois, la même méthode. Parce qu'ici, la vertu de cette méthode-là, c'est que c'est causal. Mais elle a regardé deux choses. Je ne Est-ce serais pas capable de survivre dans le monde universitaire. J'étranglerais quelqu'un après 15 minutes.
tu veux étrangler quelqu'un pendant que tu fais du podcast, Yann. Ça changerait rien. Non, mais je veux dire, Que tu sois dans pourquoi qu'on l'académie- donne des PhD à des gens stupides? À un moment donné, ça va faire, là. Écoute, si tu leur poses la question à ces gens-là, à trop de gens, ils vont dire que moi, je devrais pas en avoir un. Fait Ouais, c'est ça. Là. établis pas le précédent. Mais, anyways, elle a regardé, par exemple, même test, même méthode sur la fertilité. Donc, ça, c'est la colonne 1 puis 3 dans le graphique. Puis tu vois que, ben, un des effets qu'il y a, c'est qu'après des réformes, les familles sont plus grosses. Donc, ça augmente la fertilité. Puis, un des mécanismes que, voyons, que Carrie-Anne explique dans son article, c'est que dans des économies plus libres, les femmes peuvent plus facilement contrôler le timing de quand ils veulent de leur faire. Le timing des décisions de fertilité. Donc, tu peux avoir à des enfants à des moments qui ça donne mieux. Et donc, ça fait en sorte que ça augmente la fertilité. Puis notamment, elle le trouve dans, pas juste dans ça, mais dans le, voyons. J'ai pas mis celui-là. Verrait au Ah non, Canada, il est là, il est là. Elle a si aussi on checké était capable de libéraliser le marché de l'habitation, on aurait plus de logements, C'est on sûr aurait que des oui. familles qui commenceraient à avoir des enfants un peu plus tôt, puis tout le monde serait content. Là. Ben, une des choses qu'elle a faites, c'est qu'elle a regardé aussi l'effet de, excuse-moi, c'était l'autre ici, d'un changement dans l'indicateur de gender disparity, donc les inégalités. Mais les inégalités entre hommes et femmes diminuent aussi. Donc, les libéralisations, généralement, sont même pro-femmes. C'est quoi qui me fait chier dans tout ça? Ce qui fait du sens en passant, parce que c'est qui, généralement, qui a les moins bonnes protections de droits de propriété? Généralement et historiquement, c'est les femmes qui ont moins de respect de leurs droits de propriété que les hommes. Mais ce qui est chiant dans tout ça, Vincent, là, c'est que tu as le feeling général que la communauté universitaire, c'est comme ça marche pas la libéralisation. Non, ça marche pas. Puis là, après ça, tu dis, ben oui, ça marche. Je fais, ouais, mais c'est pas tout le monde qui a accès à la libéralisation. Là, ben oui, tout le monde a accès. Check, je viens de démontrer que c'est pas tout le monde qui a accès à la libéralisation de manière égale. Ben oui, là, c'est check, je te le présente. C'est pas tout le monde qui a accès à la libéralisation de manière égale, puis en plus, ça scrape la planète. Puis en plus, les mesdames, ils sont désavantagés par rapport aux messieurs. Là, t'es là, tu te dis, Chris, j'ai comme l'impression de discuter avec quelqu'un de malhonnête intellectuellement. Est-ce que tu penses que c'est possible que je puisse te convaincre de peut-être que la libéralisation a des effets positifs quelque part? Non. Je suis un communiste, je suis payé 150 000 par année avec mon fonds de pension pour le restant de mes jours. Fuck you. Mais tu sais ce que disait Hayek très peu généreusement de ces gens-là, c'est que beaucoup d'universitaires sont des anticapitalistes ou hostiles au libre marché parce que dans un monde libre, les skills valent rien. C'est très peu généreux, je trouve, de sa Je trouve part. que c'est très près de la réalité. Moi, là, Mais les gens qui signent les articles qu'on nous présente depuis tantôt, là, moi, je pense que flipper des boulettes au McDo, ça lui ferait du bien. Là. Ben, en fait, tous les articles que je présente depuis tantôt, c'est ceux qui montrent l'inverse. Je veux juste que ça soit clair. Ouais, mais il y a quelqu'un quelque part qui a dit le contraire. Oui, s'ils doivent répondre à ça. Mais en même temps, Yann, je sais que tu vois des gens qui te tapent beaucoup de malhonnêteté intellectuelle. Tu vois les gens qui te tapent ses nerfs, mais ces gens-là, tu remarqueras que rarement, moi, je leur parle. Je préfère parler au moins stupide de cette gang-là. Oui, c'est ceux normal. qui disent. Puis, c'est probablement la bonne chose à faire. Il y a une raison pourquoi je ne pense pas que Chantal Hébert est mon égal. Parce qu'elle ne l'est pas. Donc, je n'ai pas besoin de répondre à quelqu'un qui dit des niaiseries puis qui va changer de position. Largement parce que j'ai aucun avantage à me battre de cette personne-là, mais aussi parce qu'il n'y a personne qui va changer d'avis. Généralement, ces gens-là, ils ont des groupies, ils ont des gens qui ont des opinions qui ne bougent pas. Tandis que quand tu réponds au Steelman, à la meilleure personne de l'autre côté, au moins tu bouges l'aiguille pour 3-4 personnes qui écoutent puis qui sont honnêtes intellectuellement. Puis c'est à ces gens-là que je veux parler. C'est pour ça que, pour ceux qui ne savent pas, dans le chat qu'on a entre les gars, j'ai partagé ma scène préférée du film Thank You for Smoking, où est-ce que il dit moi je défends la crème glacée à la vanille, toi la crème glacée au chocolat, puis il dit faisons l'argument, puis il est avec son garçon, puis son garçon il dit la crème glacée au chocolat c'est la meilleure, puis il dit la crème glacée à la vanille c'est la meilleure et moi je veux défendre la liberté des gens de consommer de la liberté la crème glacée à la vanille. Puis son fils il dit mais tu m'as pas convaincu. Il dit c'est parce que je m'en calisse de toi, c'est eux à qui je parle. Fait que moi, convaincre Laure Varidel, je m'en calisse, esti. Laure Varidel, dans ma vie, elle compte pour fuck all. Olivier Niquet, il compte pour fuck all. Par contre, quand je décide de les ostiner puis de leur montrer qu'ils disent n'importe quoi... Tu peux bien dire ça, toi, t'es aux États-Unis. Moi, je paye le salaire. Là.
Ben, écoute, quand je viens au Canada 3-4 jours par année, je paye une partie de leur salaire. Selon ce standard-là, prends tes petites culottes puis calme-toi un peu. Là. Mais, anyway, mais ce qui est cool, ça, c'est, moi, j'aimerais ça conclure sur ça, c'est que cette méthode-là a aussi permis quelque chose d'assez hot. Puis ça, c'est vraiment nouveau comme recherche. C'est sorti il y a quelques mois. Ils ont regardé les mêmes gars qui ont répondu à certaines affaires, dont moi avec Justin. C'est quoi l'effet pourquoi est-ce que certaines réformes échouent? Donc, dans ceux qui ont réussi, là, on dit que c'est l'effet moyen, c'était 16 %. Mais il y en a quelques-uns que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Puis, un autoritarisme éventuel? Ben, que les résultats n'ont pas été bénéfiques ou que tu as eu des pertes de croissance ou que tu as eu des... En gros, pourquoi les résultats peuvent être décevants? Pourquoi ceux qui ne sont pas performants, même s'ils sont une minorité de l'échantillon, pourquoi cette minorité-là ne fonctionne pas? Fait que, par exemple, quand je disais il y a eu une cinquantaine de cas qui avaient fait des réformes, ben, tu en as 10 des 50, donc 20 de l'échantillon, qui a mal performé. Ben, pourquoi ils ont mal performé? Ben, ils ont regardé pourquoi. Les choses qui comptaient beaucoup, c'était des sociétés où est-ce que tu avais beaucoup de hiérarchie sociale. Donc là, ça comptait. Des sociétés où est-ce que tu avais peu de confiance interpersonnelle. Si tu ne faisais pas des réformes complètes. Donc, si par exemple, ça c'est... Ça doit être le gros point de la patente. Ben, c'est celui-là. Si tu ne fais pas des réformes, en fait, pas complètes, mais des réformes... le mot égalitaire n'est pas bon ici, mais égal à travers toutes les dimensions. Donc, mettons, demain matin, tu avais de l'hyperinflation au Canada, puis tu disais, sais-tu quoi, je vais couper les impôts, je vais déréglementer le marché du travail, mais je vais continuer d'imprimer de l'argent comme un malade. Oui, c'est ça. Ben là, que tu fasses des bonnes réformes dans les autres choses, comme tu n'as pas la réforme dans celle-là, ça compte pour rien. Elle est incomplète parce qu'il y a un bras de la réforme qui n'est pas là. Oui, ben en fait, à ce point-là, c'est que même si tu fais tout le reste parfaitement, comme il t'en manque un, tout le reste vaut rien. C'est comme si tu essaies de stimuler l'économie en imprimant de l'argent, puis de l'autre côté, tu fermes les commerces le soir. Ça serait quelque chose comme ça. On a vu des imbéciles faire ça à un moment donné. I can't name one. They elude my attention. On va mettre des allées complètes de Costco, puis de pharmacie, puis d'épicerie emballées dans du saran wrap. Puis l'économie, on va la stimuler en imprimant de l'argent. On va éviter la récession. Vous allez voir, ça va fonctionner. Ça va... Yann, il est de bonne humeur aujourd'hui en jour d'élection. Là, il est toujours de bonne humeur d'habitude, mais aujourd'hui, il est exceptionnellement de bonne humeur. Mais c'est parce que tu as un jovialisme à endurer des imbéciles dans ton milieu. Moi, ça me fascine. Moi, c'est parce que ces gens-là gagnent minimalement le double ou le triple du salaire moyen au Québec puis au Canada, avec des fonds de pension blindés comme c'est pas possible. C'est prétentieux. Ça a le statut d'expert dans nos médias traditionnels. Je veux dire, à un moment donné, il y a une capacité de bullshit que je suis capable d'absorber, là, puis est overpassée en sacrifice avec le monde universitaire. Écoute, je comprends d'où l'impatience vient à l'égard de ça, parce qu'il y a effectivement... puis on a eu... on pourra faire j'aimerais ça, si on peut faire un cours Patreon, parce que je peux pas... je sais que vous avez la soirée électorale, fait qu'il y a une tonne d'affaires, mais aussi, je dois aller chercher mes garçons dans pas longtemps, mais... oui, si tu veux commenter là-dessus, on peut y aller. Commenter sur Patreon. On va commenter sur Patreon. On va regarder des choses pour les... On va y aller directement, puis on va... Tu donneras tes TQ électorales aussi pour le 28 avril, là, comment tu vois l'élection. Ah, OK, d'accord. Ah, mais c'est vrai. C'est bon. Bonne idée, Yann. Ah oui, comme ça, les gens, quand ils vont l'écouter vendredi, ils vont dire, Christy, Gélozo, t'es dans le champ. Ou peut-être vont dire, ouais, Gélozo, il avait tout vu ça aller. C'est parfait. C'est un génie. Donc, on y va de ce pas.